Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Les Smart Cities représentent-elles un danger? Les Smart Cities, pour rappel, c'est un projet, c'est un ensemble de projets de villes où on imagine une commune où tout est à 5 minutes du centre, tout est pratique, mais au niveau de la surveillance, y a-t-il des dangers, notamment avec des risques de super surveillance de la population? Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Fujas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte depuis 40 ans. Vous êtes aussi ingénieur conseil en ce qu'on appelle le BIM, le BIM, qui est donc le Building Information Modeling. C'est une méthodologie appliquée en architecture. Globalement, ça veut dire que vous travaillez avec les outils dernier cri, on pourrait dire les outils les plus modernes en matière d'architecture. Oui, c'est tout à fait. Avant tout, je voulais aussi remercier François parce que c'est une opportunité pour Avec moi de plaisir. pouvoir m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne. Et je sens même, je dirais, l'obligation aujourd'hui de pouvoir transmettre un petit peu ma vision par rapport à ce qui se passe avec et surtout les buildings smart et les smart cities, Les pardon. Smart Cities. Voilà. Pas de souci. Bah justement, on va pouvoir aujourd'hui faire une émission un peu spéciale avec une présentation type PowerPoint où on va pouvoir voir et vous allez nous expliquer petit à petit comment est-ce qu'on en vient aux conclusions que vous avez tirées. Vous, vous dites surtout, avant qu'on commence, vous dites que derrière, il y a, c'est pas les dangers qu'il peut y avoir, ça ne sont pas des dangers créés de manière aléatoire. Vous dites qu'il y a une attention à la base. Tout à fait. Et moi, je souhaite justement faire mettre l'accent aujourd'hui sur cet aspect qui est l'aspect lié à l'architecture et les totalitarismes. Parce que justement, je crois que dans tous les domaines aujourd'hui, s'il s'agit des gens qui travaillent derrière le climat, comme des gens qui travaillent derrière la santé, il y a des parallèles on peut effectuer suivant l'orientation qu'on veut donner dans tous les domaines pour avancer sur une société qui, à mon avis, elle est vraiment programmée pour soit pour les histoires de réduire la population, pour les histoires de créer des problèmes qui sont plutôt des problèmes créés, rajoutés, que des problèmes réels. Et donc l'archi n'échappe pas du tout à cet aspect, tout au contraire. Et je pense que c'est un problème qu'il faut aborder au plus vite, parce que c'est un problème majeur, parce qu'il s'agit de l'avenir. Nos villes, c'est-à-dire si on se retrouve demain avec des villes imaginées par des technocrates, des gens qui sont derrière une idéologie et qui est loin d'être la transparence et le bien-être qu'ils présentent avec des belles images en disant qu'on va être tous unis, connectés, 2 minutes de chaque. Et l'idée, la réalité, c'est que tout ça, ça peut se convertir dans une prison à plein air. Alors, allons-y justement, Voilà. regardons la présentation. Donc vous me dites, moi je vais gérer le rythme et vous me dites Ok. ce qu'on voit en même temps, ça affiché à l'écran. Donc, globalement, je parlais de problèmes de risque au niveau de la surveillance de la population. Vous, Thierry Fujas, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui créent un danger avec les projets de Smart Cities que la surveillance? Alors, c'est-à-dire que moi j'ai commencé là, je vais faire brièvement, et il faut, moi j'aime bien, disons, aborder d'un côté les aspects positifs, parce qu'il y a des aspects positifs, Bien sûr. donc on peut pas tout mélanger et dire que Oui. tout est mauvais, etc. Alors déjà, Mais ce sont des projets de Smart Cities. Là, on parle des projets soutenus par qui et où? bah, c'est tous les projets qui existent actuellement. Il y en a sur Internet. Vous trouvez, par exemple, la vision de Londres, la vision de Paris, la vision. D'accord. Et c'est un peu partout. Et l'aspect positif de tout ça, c'est de pouvoir vraiment avoir une gestion globale
qui peut optimiser tous les services, par exemple. C'est-à-dire que qui ne voudrait pas avoir une possibilité, par exemple, de trouver des espaces d'une façon de proximité, qui ne voudrait pas, par exemple, avoir la nature intégrée, plus intégrée dans la ville, qui ne voudrait pas avoir des espaces qui sont mieux contrôlés à niveau de la sécurité. Tout ça, c'est du positif. Par exemple, je mets 5 étapes: collecter des données, traitement des données. Voilà, tout ça, c'est, je pourrais parler des heures, mais on va les faire bien en synthèse. Tout ça, c'est les aspects qui sont du positif, et évidemment, on est pour tout ça. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas dire que réduire le CO2, oui, parce qu'on ne croit pas à l'évolution du climat tel que certains climatologues fanatiques veulent nous faire croire, que demain c'est la mort. Même l'optimisation de l'usage des espaces, c'est quelque chose qu'on pourrait souhaiter. L'optimisation, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie comme les machine learning aujourd'hui pour pouvoir vraiment optimiser l'usage des espaces, c'est l'idéal pour les architectes. Par contre, quand on voit le contrôle de la sécurité, là, c'est quelque chose qui peut mener à des dérives de supersurveillance. Tout à fait. Et là, si on passe au slide suivant, voilà, les avantages. Bon, j'ai déjà parlé, on peut peut-être passer au troisième. Au troisième, voilà. Allons-y. Si on... C'est un peu brutal là, parce qu'on va directement au noyau du problème. Dans l'architecture, il faut comprendre, et il faut que j'explique quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. L'architecture, depuis toujours, depuis Vitruve, la vraie architecture, depuis Vitruve, c'est lui qui a fondé l'architecture. Depuis la fondation de l'architecture n'est pas n'importe quoi, des formes, des conceptions qu'on veut. L'architecture se trouve dans l'équilibre des 3 valeurs. Quand on a compris ça, on peut faire une évaluation soi-même de tous les bâtiments qui existent. Ça ne se fait pas en disant je vais ajouter ça, puis ça. Voilà, puis ça, c'est puis pour ça. ça que je vais venir après pour montrer le modèle des prisons. Tout à fait. Parce que Vitruve disait il y a l'harmonie, l'architecture se trouve dans l'harmonie des 3 valeurs. C'est-à-dire, en latin, c'est firmitas, utilitas, vetustas. C'est-à-dire que l'architecture doit avoir un aspect de durabilité. Et ce qu'on voit dans les slides précédents, c'est que tout ce qu'on propose va dans le sens de la durabilité. Dans l'utilité, c'est-à-dire la fonctionnalité des espaces, c'est-à-dire que les espaces ne sont pas anodins et au-delà de comment les gens s'organisent. Les gens s'organisent naturellement d'une certaine façon. Je ne vais pas les dire, imposer à quelqu'un de décider de la façon comment il va vivre. L'architecture accompagne, elle n'impose pas. Toujours, l'architecture accompagne, elle n'impose pas. Ça, c'est indispensable. Et sauf que là, il y a un risque, vous voulez dire, avec les smart cities, de dire qu'on pourrait... et là, pour arriver à la smart cities, c'est que si on voit la trilogie, la troisième, ouais, si tu me permets, la troisième, c'est firmitas et vetustas, c'est-à-dire la beauté. L'aspect esthétique, c'est essentiel aussi. On ne peut pas créer des formes pour créer des formes. Il y a des normes pour l'esthétique. On ne se sent pas bien dans n'importe quel espace parce qu'il était bien construit. Ça, c'est faux. Hein? Et il y a des normes esthétiques qui sont liées à la culture. C'est-à-dire que l'esthétique n'est pas une esthétique à imposer générale, parce que je dis, je vais mettre un building sous forme de coupes de champagne ou des fusées, que c'est l'esthétique désirée pour la ville. La ville, quand elle se développe naturellement, elle se développe avec certains paramètres aussi esthétiques. La beauté, ça fait partie du bien-être des gens.
C'est pas la valeur rajoutée. Bien sûr. Hein. Bon, alors pour ne pas m'étaler trop long par rapport à ça, moi je commence là pour dire quels sont les dangers. Attention, avec tous les étincelles. Les dangers principaux, c'est que si on regarde un modèle qui a été adopté et critiqué pour Michel Foucault dans son livre Surveiller et punir, c'est les modèles panoptiques au départ pour les prisons. Ces modèles panoptiques adoptés pour les prisons... Alors là, c'est un modèle que Foucault a dénoncé ou a mis en place? Il a dénoncé parce que justement, il disait que conceptuellement, le rôle de la prison, c'était des pouvoirs, c'était pas seulement de contrôler et punir, c'était aussi des pouvoirs faire en sorte que les gens puissent avoir une rééducation, qu'ils puissent se réinsérer. D'accord. Et là, le seul aspect qu'il y avait bien contrôlé, c'était que ces gens-là, ils étaient contrôlés jour et nuit, ils étaient la personne qui était au centre, ils pouvaient regarder et tout contrôler. Dans la prison panoptique, on voit dans tous les modèles, détenus, ces modèles architecturaux appelés panoptiques, et il a été adopté à l'époque pour toute la construction des prisons. D'accord. Mais, si vous regardez à droite, moi j'ai travaillé au Challenger chez Bouygues à l'international. Donc j'ai eu l'opportunité de vivre mon expérience comme employé dans le Challenger qui est la construction des Bouygues aux Yvelines. Et si vous regardez les critères, les modèles, là, c'est pour le travail. C'est pas pour les détenus. Mais les critères, ils sont les mêmes. Il y a des plateaux ouverts où tout le monde surveille tout le monde, où la personne qui dirige une équipe va être contrôlée aussi pour son employé. C'est-à-dire que on est dans une prison de travail. Et on les sent à l'intérieur parce que c'est vrai que tout le monde a peur même d'aller, je veux dire, les choses minimes, à la toilette, etc. Parce que il y a en permanence ces contrôles de tout le monde. C'est-à-dire que les modèles des panoptiques, qui a été adopté pour les prisons à une époque où on n'avait pas les systèmes informatiques pour le contrôle, c'était visuel, proximité visuelle. Bon, avec ces mêmes systèmes, je disais... Donc on retrouve le même système de ces prisons panoptiques dans ces bâtiments. Et ces bâtiments, c'est pour ça que je fais dans cette présentation, c'est pas pour revenir à l'historique, c'est pour dire que c'est... Et pourquoi je présente ça? Parce que c'est un modèle qui, soi-disant, il a été adopté d'une façon par hasard, il n'y a rien de hasard là, et le but de cette construction, de cette forme, c'est de pouvoir surveiller et contrôler les employés. Donc et là, d'ailleurs, dans ce bâtiment de Bouygues, là, donc qu'on voit, donc de l'entreprise Bouygues, là, selon vous, la forme de ce bâtiment, les employés sont faits pour se contrôler les uns les autres, ou en tout cas, on contrôle... que quand vous êtes à l'intérieur, on a une vue vous sur êtes tout le monde. Sur chaque plateau, étant donné que c'est un demi-cercle, quelqu'un qui est là, de l'autre côté, à l'opposé, peut me voir moi. C'est-à-dire que tout le monde, il y a une visibilité sur tout le monde. Tout le monde contrôle les autres. Et mais si vous là, il pourrait se défendre en disant que c'est juste un bâtiment esthétique et c'est juste beau, et puis ça fait aussi une forme... Il n'y a rien d'esthétique chez Bouygues parce qu'ils savent très bien construire. Ils savent très bien pourquoi ils construisent de cette façon et pas d'une autre. C'est pour la productivité, pour que les travail. Et voilà. Je ne dis pas, je ne critique pas qu'ils puissent adopter des systèmes qui peuvent être plus faciles de contrôler. Je ne dis pas ça. Mais je dis que là, il y a l'intention presque de traiter l'employé comme un prisonnier. C'est-à-dire qu'il est là, et même si on passe au slide suivant... Alors ça, on n'a pas de preuves, par contre, on peut émettre des hypothèses, mais on n'a pas de preuves concrètes que ces bâtiments ont été faits pour se surveiller les uns les autres. Mais c'est impossible que ça a été conçu avec... Si vous passez à les slides suivants... Oui, mais oui, dites-moi. Voilà. Là, vous voyez que ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire vous avez des points de contrôle
que c'est les accès pour entrer et pour sortir, vous êtes en permanence contrôlé. D'accord. Vous avez les plateaux qui sont ouverts, c'est-à-dire que tout le monde contrôle. Et pire que ça, si vous passez à les slides suivants, vous allez voir, là, du côté gauche, vous avez les anciennes prisons, et du côté droit, vous avez l'intérieur du hall de Bouygues, de chez Bouygues. C'est-à-dire où vous avez une tour centrale de contrôle de tout le monde, et vous avez à l'intérieur, parce que quand vous êtes au travail, vous êtes dans les plateaux. Et vous sortez du plateau, et vous êtes sur des coursives, des couloirs qui sont ouverts, et je peux aussi visuellement regarder quand vous allez d'un étage tel à un étage tel. C'est-à-dire que là aussi, il y a un contrôle permanent. Et troisième point, je dirais, rajouté pour les cas des Bouygues, c'est qu'ils ont construit ça bien éloigné de la ville. D'accord. Pourquoi ? Parce que de cette façon, les gens ont moins de possibilités de dire, bon, je vais sortir, faire, voilà. Et donc, ce bâtiment sert à quel type d'activité pour une entreprise pareille, par exemple? Le Bouygues, c'est tous les gens qui sont dans la construction, tous les architectes, les ingénieurs et tout ça. C'est un siège social. C'est le siège central de chez Bouygues, oui. Okay. Mais je ne veux pas dire que par là, que Bouygues c'est mauvais ou faire peur. Non, je fais juste un parallèle de comment la conception architecturale, une conception architecturale peut répondre à certains paramètres qui sont malsains dans le sens où l'être humain n'est pas juste une machine à produire, heureusement d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on revient sur des systèmes plus souples parce qu'ils ont bien appris que par rapport à la productivité, les gens qui sont hyper contrôlés ne travaillent pas mieux et que s'ils sont pas tellement contrôlés. Donc, ils reviennent en arrière. Je veux dire, je mets ces modèles. Pourquoi je mets ces modèles? Si on passe à la slide suivant, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Là, c'est là où je voulais arriver. Si on parle de smart cities, quel est le rapport de ces dangers que j'évoque avec un modèle architectural des panoptiques et quel est le parallèle avec les smart cities? C'est que les smart cities peut devenir un panoptique virtuel. Wow. Un panoptique géant. Un panoptique virtuel. C'est-à-dire parce que tous les citoyens. Parce que de cette façon, si on ne contrôle pas, si on ne fait pas, si on ne met pas les pieds dedans pour orienter les bateaux dans le bon sens, les risques qu'on peut avoir, c'est que la récolte des données que vous allez avoir, parce qu'il faut pas oublier que quand on dit « Ah oui, c'est génial parce que j'ai 15 minutes, et je vais faire venir avec un drone Amazon qui va me livrer, etc. » Vous allez avoir des sociétés privées qui sont ces sociétés privées qui vont récolter les données. Qui sont déjà présents, il y a une quantité déjà qui sont présents parce qu'ils voient l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir contrôler votre santé. Ils vont pouvoir vous dire un confinement un jour, tout le monde confiné, et c'est lui qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Et vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a déjà tous les systèmes informatiques qui préparent à ces mondes dramatiques sans aucune humanité. C'est-à-dire où l'homme, ça devient un robot, ça devient un esclave, je sais pas quoi. Mais en tous les cas, c'est pas l'avenir que je souhaite. Et je crois que la plupart des gens sont d'accord avec moi. Et c'est pour ça que j'ai fait les parallèles, parce que je crois que ça peut devenir, si on n'arrive pas à contrôler qui dirige toutes ces données, et qui contrôle derrière toutes ces données, on peut aller à cette dérive qui est de transformer la ville en prison.
Mais donc là, concrètement, comment est-ce que les gens se retrouveront en prison dans ce type de ville? Comment est-ce que la surveillance se ferait, par exemple? Parce que dans les systèmes que vous avez actuellement, l'application des systèmes technologiques, Ouais. et vous avez des documents qui sont multiples sur Internet aussi, vous pouvez voir. Il y a tout un système qui permet, par exemple, de contrôler les accès, les sorties, qui permet de contrôler les déplacements. Donc c'est ça, entrée et sortie, on contrôle déjà les déplacements des On peut citoyens. contrôler. Aujourd'hui, on peut tout contrôler. On peut contrôler à distance. Et il suffit qu'il y ait des ordres pour pouvoir le faire. Mais tout est préparé aujourd'hui à niveau technologique, avec les algorithmes, avec toutes l'évolution qu'on a. Aujourd'hui, on peut venir vous dire attention, vous avez mal à la gorge aujourd'hui, faites attention, ne sortez pas. Si on voudrait aller, je vais en extrême, peut-être un peu trop, mais qui empêche que les assurances puissent jouer avec vous si vous avez un certain âge, si vous avez plus de maladies. C'est-à-dire que les contrôles en soi n'est pas mauvais, Ouais. mais c'est ceux qui contrôlent et qui dirigent tous ces aspects qui peuvent orienter dans un Titanic où nous sommes ensemble. Vous voulez dire que par cette collecte de données qui pourrait être opérée dans les smart cities, si on vivait avec des dirigeants qui seraient bienveillants envers leur population, cela pourrait aller. Mais si les dirigeants et ceux qui collectent ces données sont malveillants, là, ça peut devenir très compliqué pour les Il ne citoyens. s'agit pas, c'est plus complexe que de la malveillance. D'accord. Là, bien évidemment, derrière, c'est pas par hasard que je dis architecture et totalitarisme. On a déjà, vous connaissez très bien parce que j'ai regardé toutes vos émissions et je vous remercie parce que je ne connaissais rien au niveau santé et tout ça, et de voir des excellences comme les professeurs Perron, comme, bon, on va pas tous les nommer, découvrir l'aspect, comment la science pourrait partir dans des dérives. Tout à fait. Et bon, avec justement l'application des technologies. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, c'est aussi bon, notre sujet. Mais je pourrais parler aussi de l'intelligence artificielle et les dérives qu'on peut avoir par rapport à cette application sur mon métier. Tout à fait. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant. Bon, là, je ne vais pas m'attarder trop à ça. Mais ce que je voulais surtout dire ici, c'est que la construction d'une ville, la transformation d'une ville, je dirais, pour qu'elle soit dans les bons sens, il faut qu'elle soit de façon naturelle. C'est quand, moi je dis, on est des architectes traitants, comme les médecins traitants. La ville, c'est un corps qu'on va traiter. Et pour savoir quels sont les remèdes, pour savoir quelle est l'orientation que je vais donner avec la morphologie des bâtiments, et ne pas faire des bêtises. Surtout, c'est de respecter et d'écouter ce qui existe déjà dans la société. Et c'est tout le contraire de ce qu'on fait avec cette, pour moi, dérive technocratique qui veut s'imposer. C'est-à-dire que dire, voilà, moi je voudrais que ça, que vous, en 5 minutes, vous voyez les tours là. Je n'ai rien contre les tours. Je dis les tours, c'est une construction qu'on peut alterner d'une façon harmonieuse avec des... mais moi j'ai mis 2 exemples là parce que si vous voulez, une chose c'est de venir avec des tours, des formes différentes, comme des ovnis, pour dire, voilà, chaque architecte a fait sa tour, son rêve, et puis il a gagné beaucoup d'argent, évidemment, parce qu'une tour, c'est pas la même chose de faire un bâtiment de 3 étages que de construire 40, et sur un terrain comme ça, construire, bon, voilà, il y a l'aspect à faire aussi. Ah oui, faire une tour de 18 étages coûte plus cher donc, vous voyez que tous ces centres-là... Donc en fait, dans certaines villes, on peut aussi avoir beaucoup de tours de 20 étages ou plus parce qu'il y a eu un lobbying de personnes qui voulaient... C'est tout à fait ce qui se passe. Oui, bien sûr, c'est l'immobilier. Là, on a et je veux dire que là, on a Haussmann. Et pourquoi
vous avez posé la question très juste de l'échelle, du respect de l'échelle. Quand Haussmann, il vient pour transformer, c'était une petite équipe, Haussmann. Le baron Haussmann, ouais. Les barons Haussmann, et vient pour transformer la ville de Paris, il les fait comment? Il ne les fait pas en disant, vous allez faire ça, ça et ça et ça, j'ai décidé que. Ouais. Il a capté les problèmes graves qu'il y avait dans la ville, comme par exemple l'assainissement, pardon, et, entre autres, il y avait des problèmes parce que toutes les ruelles comme ça, il y avait problèmes de circulation. Donc, il a proposé, avec une couche supplémentaire, améliorer la ville. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour faire table rase et dire, voilà, à partir de demain, vous allez avoir en 15 minutes la pizza et puis vos rêves sont accomplis. Là, donc, on n'écoute plus, on n'est plus dans la même philosophie d'écouter les besoins des gens. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que j'ai mis ces slides parce que justement, Paris, ça a été la référence au monde comme une des villes les plus belles au monde. Et pourquoi? Parce que justement, il y a toujours derrière, quoique maintenant vous allez voir, ce qui est proposé, c'est l'opposé. Mais pour l'instant, Paris a préservé, mis à part tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui de gestion de la ville, et préservé un aspect qui est le respect de l'échelle humaine. Et quand vous vous promenez à Paris aujourd'hui, même vous avez, moi je sais pas, à chaque fois, quand je pouvais, maintenant c'est moins de temps, mais j'aimais bien me promener dans des rues pour avoir la surprise d'avoir toujours un bâtiment là où on l'attendait pas. Et tout ça, ça fait partie des émotions. Si on enlève les émotions, si on enlève l'âme de la ville, comment voulez-vous que les gens puissent vivre et contents? Et qu'on comprenne bien pour les smart cities. Du coup, il n'y a plus cette notion d'écouter les problèmes des gens pour répondre à... Il ne peut... C'est-à-dire que ça dépend de l'orientation. On est dans un point... moi, aujourd'hui, je souhaite justement ouvrir un débat contradictoire. Parce que moi, j'attends des réponses. J'attends même des gens qui me disent, mais vous vous trompez de loin. Vous n'avez pas, je ne cherche pas aujourd'hui à dire tout ce que j'énonce aujourd'hui, c'est comme ça. Mais par contre, soit on avance dans l'essence de l'idéologie et la technocratie, et ça, c'est le risque de la prison à ciel ouvert, ou alors on peut dévoyer, on peut aller en respectant l'architecture, et ce qu'on appelle, pour moi, la voie, c'est l'architecture augmentée. Ça, c'est la vraie voie. L'architecture, et je m'arrête là parce que je veux le dire 2 ou 3 fois, c'est l'objectif, c'est l'architecture augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'architecture augmentée? C'est une bonne question. L'architecture augmentée, ça veut dire que on va profiter de tout ce qui est positif à niveau de la technologie, à niveau des nouvelles techniques des constructions, à niveau des dernières technologies des machine learning, des optimisation des services, etc. Tout ça, mais au service de l'humain. C'est-à-dire quand cette architecture augmentée, ça veut dire que je vais pouvoir, par exemple, dans ce que je propose, je reviens à mon concept, mon bébé que j'ai fait, que j'accompagne depuis presque 2 ans déjà. Et ce que je veux dire, c'est on est dans un espace aujourd'hui, mais on peut avoir, par exemple, un séjour augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je peux, par exemple, avoir un co-living. Je peux avoir un espace d'hôtel que je partage, ou que je ne partage pas, je viens tout seul. Mais à un moment donné, je dis, je n'ai pas de séjour chez moi. Et je trouve dans les espaces de la communauté, je dis la communauté dans l'espace commun de l'habitat, je peux trouver pour louer un espace de séjour pour faire venir 40 amis, je sais pas. Voilà. C'est-à-dire, et
Ça, c'est l'architecture augmentée. C'est-à-dire que l'espace figé où il y avait la maison avec l'enfant, la fille qui s'est mariée, les petits-enfants empilés comme ça, c'était les rêves. J'ai des grands-parents côté italien les rêves, c'était ça, c'est d'avoir la famille empilée et tous ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est fini, on ne vit pas comme ça. Heureusement, on a d'autres façons de mobilité. Bien sûr. Et bon, et l'architecture augmentée, ça veut dire que je veux avoir plus de possibilités. Donc là, on en revient aux villes vertes. J'ai pris l'exemple de Paris. Et j'ai pris Ils veulent transformer Paris en ville verte. Et ville verte. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ville verte? Parce que je veux bien qu'on intègre la nature, mais la nature, elle est déjà là. On n'a pas besoin de la faire monter comme si elle était... parce que c'est contre la nature, ça. C'est contre nature. Oui, c'est que là, on voit des grands buildings de 18 étages où, avec de la végétation dessus, au lieu de... C'est parce qu'il faut qu'il soit des couleurs vertes qu'on va intégrer la nature. Mais c'est complète... Mais moi, je veux dire... Quand je vois ça, j'ai envie de l'enlever les diplômes. Je sais, mais je suis un peu dure. Mais je veux dire, parce que je veux dire, vous imaginez comment habiter ça? C'est parce que c'est des formes. La forme, là. Si on revient à Vitruve, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Si on revient à que la forme, elle est la réponse naturelle de la communauté pour mieux vivre. Parce que quand vous êtes, par exemple, avec la société mongole et vous allez en yourte, la construction de la yourte, c'est pas ça, hein. Oui, bien sûr. Il y a des coutumes, il y a des habitudes qui font qu'on entre la porte, c'est très important. Tous les éléments symboliques de la maison sont respectés. Oui, bien sûr. Là, il n'y a aucun. La rue n'est pas respectée, il n'y a pas de rue, je ne sais pas, il y a des espaces qui peuvent être transformés en rue. Mais en tout cas, c'est des ovnis, pour moi, quand je vois ça, moi je dis qu'est-ce que c'est? C'est des ovnis qui sont intéressés. Et on ne voit pas l'être humain. On ne vit pas dans la forme, on vit dans l'espace. Donc si on ne voit pas l'espace intérieur... Là, c'est vrai qu'on ne voit pas l'être humain sur ces photographies, c'est ça que vous dites? Et non seulement ça, on ne voit pas l'espace intérieur. Et on ne vit pas la forme, on vit l'espace intérieur. À quoi me sert, moi, de dire, moi, j'habite, vous voyez cette bouteille, c'est cette bouteille de Bordeaux, et voilà, c'est l'architecte qui l'a fait, et moi j'habite dans cette bouteille de Bordeaux. Mais est-ce que vous avez envie de... Pour vous, la nature doit rester horizontale, ne pas monter... Ah non, ça ne veut pas dire par là, parce que on a la nature, Dieu sait si on a des dénivelés dans la nature. Bien sûr. On peut créer des pentes avec plein de verdure. Tout à fait. Pourquoi? Je veux dire, elles existent déjà. C'est-à-dire... Tant qu'à faire, pourquoi ne pas profiter aussi de ce qui existe? Par contre, si on veut vivre dans une forêt, si l'objectif, moi je préfère d'aller dans la forêt. Dans la vraie forêt, oui. Dans la vraie forêt. Que d'en reconstruire je vais m'amuser beaucoup plus dans la vraie forêt, avec une tente, que de venir ici. Ça, c'est recréer des artifices pour vous. Tout est artificiel. Tout est artificiel. Pour moi, ce qui est plus grave, c'est mes connaissances, parce que pardon, je coupe 2 secondes, et c'est mes connaissances de ce que c'est la vraie architecture. Parce que c'est des technocrates. Les technocrates, il faut qu'ils restent modestes. Là, c'est de dire, eux, ces technocrates, ils disent, on va faire, selon vous, on va faire ça là, on va mettre ça là, mais ils ne s'adaptent pas à l'équilibre. Parce que d'un seul coup, c'est quoi que parce ils peuvent inventer des formes sophistiquées, parce qu'on a des outils aujourd'hui informatiques qui vous permettent de faire des formes les plus folles. Ils sont dans la mouvance, ils sont d'avant-garde. C'est faux. C'est faux. Là. Qui a demandé d'habiter là? Qui? Vous connaissez une personne qui vous a dit « J'aimerais avoir des tours comme ça, et qui vous a dessiné, même un enfant. Même un enfant. Vous les demandez à un enfant. Dessine-moi, qu'est-ce que pour toi une ville? Mais bien sûr qu'il va dessiner des personnes. Il va dessiner des petits commerces, il va dessiner, je sais pas, à sa façon. Mais il va dessiner surtout les liens entre les gens.
Tout à fait. Voilà. Et bon, voilà, donc là, ça, on a encore c'est la d'autres même. exemples. Ouais. C'est les exemples, voilà. Voilà, donc, l'intégration de la nature utilisée d'une façon forcée, c'est ce que vous écrivez à la verticale sur des hauteurs. Donc là, on en revient à cette volonté de voir le végétal sur les hauteurs. Et c'est contre nature. Et puis, vous savez ce qui se passe? Parce qu'à Paris, tous les murs végétalisés, que ça fait 2 ou 3 ans, et des petits murs, hein, je suis en train de parler de building, Bien sûr. des petits murs, ils sont déjà à l'abandon. Parce que ça a besoin d'un entretien très, très particulier Bien quand sûr. vous faites ça. Bon. Et là, on a un autre exemple. Là, vous nous présentez la rue verticale, c'est-à-dire des villes avec seulement des bâtiments allongés vers la hauteur. C'est-à-dire que dans la programmation de certaines smart cities, certaines, pas toutes, et il y a cette idée que comme, et bien évidemment, quand vous habitez dans le immeuble de 40 étages, vous avez la proximité, forcément, qui est plus directe. Bien sûr. Mais est-ce que la qualité de vie à l'intérieur est là, elle est améliorée par rapport à ce que vous aviez, par exemple, j'ai mis une rue Montmartre comme exemple. Moi, je veux pas, et ça aussi, il faut que j'insiste, parce que je veux pas être nostalgique, et surtout pas de la construction qu'on faisait avant. Il faut rester. Non, et refuser le futur. Pas du tout. Voilà. Il faut que l'architecte accompagne d'une façon modeste, sans croire qu'il est Dieu et qu'il peut manipuler les gens comme si c'était non, on n'est pas Dieu, on fait ce qu'on peut, comme dans tous les métiers. Par contre, si on n'accompagne pas les gens pour améliorer la qualité de vie, on ne sert à rien. Il faut jeter l'architecte et les architectes qui vont avec. Parce que là, il y a même une volonté, même dans le terme de Smart Cities, il y a cette idée d'intelligence supérieure à la nature, quelque chose de... Bah oui. On ne se prend pas pour juste un petit être humain, on veut voir quelque chose en grand. C'est une volonté politique, mais très stratégique. Parce que les mêmes qui dirigent aujourd'hui cette petite groupe psychopathe, bon, on va pas parler là parce qu'on change des sujets, et j'ai commencé à m'énerver quand on commence là. Il ne faut pas aller sur la malveillance. Il faut pas aller dans mais ces gens-là, ils habitent dans des îles, ils ont des jets privés, ils ont tous les conforts, ils ont la proximité partout. Et ce sont eux qui décident et de comment eux qui vont vouloir que vous soyez dans la cage. Tout à fait. Je crois bien. Alors, il nous reste que 10 minutes, donc si on veut parler aussi de l'espace de coworking. Alors voilà, ça c'est un peu des exemples que j'ai mis, des commerces, des rues commerçantes, voilà, donc etc. ça, c'est ce qu'on veut, voilà, quelque chose avec de l'oxygène. Voilà, donc on peut, voilà, c'est les espaces, les places, les espaces pour les enfants, les espaces pour, voilà. Donc là, on en arrive à l'espace de coworking. Voilà. Donc alors, ça, c'est votre projet à vous. C'est mon projet et c'est mon bébé qui. Mais alors, si on en parle là, c'est pas que pour faire de la promotion, c'est que c'est vraiment, vous pensez les espaces de coworking d'une façon nouvelle culturellement, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est une expertise que j'ai d'avoir travaillé déjà depuis longtemps, et notamment chez Dumez, avec des prototypes et des constructions pour les hôtels et en préfabrication. Donc, j'ai continué à évoluer en faisant aussi un prototype avec un constructeur bois pour la construction hors site d'un volume qui a été présenté au Salon de Batimat comme étant de l'innovation technologique. Et là, j'ai continué à avancer avec tous les outils industriels, etc. Mais pourquoi je viens pour présenter ça? Justement, c'est pas pour faire la promotion de mon génie, c'est pour dire que là-dedans, il y a un aspect conceptuel. C'est là que je veux venir. C'est pour s'opposer, justement, pour aller à l'encontre de tout ce qu'on peut dire, le smart dirigé, télédirigé, avec les gens qui sont des robots à l'intérieur. Bien sûr. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est de pouvoir ces concepts rendre plus agréable les travail au quotidien en harmonie avec la vie privée et les espaces des loisirs et des détentes. Ça, c'est le but principal. Et la technologie
au service de l'humain. C'est-à-dire que la technologie, s'il ne vient pas pour me rendre service, merci beaucoup, je balaye la technologie et je les laisse à des gens qui veulent faire des expériences avec l'intelligence artificielle et tout ça, mais c'est pas pour moi de l'architecture, ça. Donc, si on... Alors, voilà. Ouais, c'est ça. Si on met ça, là, vous voyez, pourquoi j'ai dit ça? Et parce qu'il faut les montrer, parce que vous dites, ah oui, ce que vous dites, c'est joli, vous parlez, mais comment mon produit, ce que je propose, peut faire en sorte que soit réel, ce que j'annonce. Alors, je suis partie d'un bâtiment compact à l'extérieur, compact parce que, pour plusieurs motifs, c'est parce que, en fait, c'est une conception qui peut être adaptée suivant le site d'implantation. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est compact, et la vie se passe à l'intérieur, c'est souhait. C'est-à-dire que là, je ne dis pas n'importe quel environnement, bien évidemment, ça, on ne peut pas les mettre n'importe où. Mais c'est en proximité des grandes villes. Mais l'idée, c'est de pouvoir améliorer les rapports entre le travail, la vie privée, les rencontres et les événements, c'est-à-dire les ateliers, les événements. C'est-à-dire qu'il y ait une possibilité spatiale, je parle d'espace là, hein, et qui puisse permettre une fluidité, que, par exemple, une personne qui arrive, je sais pas vous, mais moi, quand je me déplace, justement, je suis la première à vouloir consommer, je dis consommer, mais c'est pas consommer, ce type d'espace. Pourquoi? Parce que quand on voyage, je sais pas si ça vous arrive, pour des raisons de travail X, vous arrivez dans une ville, et la première chose, c'est l'hôtel. À l'hôtel, vous avez la chambre d'hôtel. Bon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une suite de 200 mètres carrés, là, ça change tout. Mais en général, on arrive à la chambre d'hôtel. Et si on veut travailler, il faut trouver l'espace de travail. Si on veut... déjà, dans les hôtels, il y a le lit, le grand lit et tout ça, mais... Par rapport au travail, vous avez toujours une petite tablette où vous êtes là avec votre portable en train de faire qu'il ne tombe pas des côtés. Et vous voyez, il n'y a pas une fluidité qui permet d'alterner vie privée et tout ça. C'est la raison pour moi des bases, hein. Et donc voilà, si vous voyez les axos à côté, ouais. Il y a un rez-de-chaussée où c'est l'espace plus d'aspect public qui est ouvert à l'extérieur, l'événementiel, etc. Il y a un premier étage coworking, deuxième et troisième hôtel, et entre tout ça, il y a l'entresol. Et l'entresol, j'ai souhaité que soit les noyaux des communications de l'ensemble, c'est-à-dire que soit reproduire la rue à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est un entre-deux étages. Et vous allez voir pourquoi reproduire la rue quel intérêt? C'est un escalier? Non, c'est un couloir, mais qui communique avec les autres étages. D'accord. De façon à pouvoir... d'un côté, le travail, ouais. Mais vous allez les voir plus dans la... Mais vous voyez, ça, c'est l'entresol. L'entresol, c'est un espace qui est éclairé de façon zénitale, c'est-à-dire que toute la lumière entre et rayonne sur tous les étages. Et ce que j'ai cherché de plus, c'est de pouvoir communiquer visuel et physiquement entre tous les étages. C'est-à-dire que si je viens avec des amis, je travaille dans mon coworking, à un moment donné, je dis, je vais partager un moment, je vais faire... Bon, j'ai un espace de détente où je peux aussi partager un moment avec d'autres. Et au fur et à mesure que je monte, j'ai l'hôtel, et bien évidemment, là, c'est des chambres privées, hein, c'est des chambres classiques, ou moins classiques, mais en tout cas, c'est les chambres d'hôtel
et qui sont déjà, qui vont venir d'une façon industrielle, parce que dans ces concepts, il y a une partie qui va être construite directement, fabriquée. C'est les chambres, par exemple, qui vont venir monter. Et il y a d'autres, par exemple, les gaines techniques et tout ça, est long à expliquer, et pas l'objet aujourd'hui, qui donne forme à tout ça. Mais essentiellement, c'est comment la technologie, parce que là, je vais au maximum faire jouer les systèmes qu'on appelle aujourd'hui les BOSS. C'est un système de programmation spécifique pour ce type d'établissement. C'est-à-dire que vous arrivez dans un espace et vous voulez tout de suite rencontrer quelqu'un qui est dans votre même domaine, et vous avez la possibilité, avec un système informatique à proximité, de trouver qui fait quoi, comment, etc. Voilà. Ouais, c'était très complet en tout cas, très intéressant. Mais alors, donc on a bien compris le problème des smart cities, pour le coup. Et comment est-ce que les gens, pour conclure là-dessus, comment est-ce que la population peut se protéger aujourd'hui de ces risques que posent les smart cities? Et justement, il va falloir, comme dans les domaines de la santé, comme dans le domaine du climat, et vous me donnez justement cette opportunité. Encore une fois, je vous remercie, parce que je crois que là, il va falloir qu'on s'organise. Les citoyens entre eux. Parce que les buts, c'est justement, ils avancent toute l'idéologie qui est là, qui nous attend pour maîtriser la totalité de l'humanité. Ils préparent le terrain dans tous les domaines. Et ça fait longtemps, hein. Parce que toutes ces histoires des Smart Cities, c'est pas hier non plus. Sûr. Bon, c'est-à-dire que nous, il va falloir qu'on fasse vite, bien, et qu'on trouve, je sais pas, sous forme d'association. La forme, après, bon, ça dépend. Moi, je reste à ma petite échelle et je veux pas. Mais par contre, ce que je souhaite, que mon message soit passé. J'espère. Je pense que ça a été très clair, en tout cas, grâce à cette présentation. C'était super. Je pense que chacun pourra se faire un avis on a beaucoup appris sur les Smart Cities aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a peu traité, donc c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci encore. Et la présentation sera disponible sur notre site dans l'article qui accompagne cette vidéo, pour ceux qui veulent approfondir. Merci beaucoup. Et puis... Et voilà, et bonne continuation. Vous avez lancé une petite chaîne YouTube aussi pour parler de... Vous avez lancé une chaîne YouTube pour parler de ces sujets-là d'ailleurs. J'ai sur la chaîne YouTube, j'ai fait la présentation des Smart Cities. J'ai fait la présentation aussi également de mon concept. Et donc tout ça, vous pouvez les chercher, les trouver donc c'est sur YouTube, Terry Fujas, la chaîne YouTube. Ouais, j'ai remarqué par contre sur LinkedIn, parce que j'écris des articles et je publie beaucoup sur LinkedIn. J'ai un site internet bingconseil.com, mais je publie beaucoup régulièrement, et j'ai remarqué qu'il y a certaines invisibilités de certains domaines que je traite actuellement. Ah oui, une invisibilisation des sujets que vous traitez. C'est-à-dire, avant, j'avais plein de gens sur l'esthétique que j'écrivais. Et d'un seul coup, quand je commence à aborder les problèmes de l'idéologie, etc., du climat, comme par exemple, je ne sais pas si je suis un peu... mais ça laisse un petit peu là. Voilà. Merci en tout cas beaucoup d'être venu, Terry Fujas. Merci, au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez bien sûr relayer la vidéo sur tous vos réseaux, et nous fonctionnons exclusivement grâce aux dons des lecteurs. Nous n'avons pas de subvention à François, donc pour faire des dons, c'est sur françois.fr/soutien. Et merci à Neyer Valeriano qui a réalisé cette émission. On remercie relativement peu les réalisateurs, mais ils font un gros travail de montage, donc merci beaucoup à eux. Merci encore, Terry Fujas. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.